Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, voici les titres du journal. Ils font leur entrée officielle dans l'arène politique, ils se réunissent sous le nom de Parti des démocrates indépendants, ils ont de fortes ambitions. Et puis, vous le savez, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle est installée avec des réformes et des innovations. Innovations qui suscitent déjà commentaires. Vous suivrez quelques-uns dans ce journal. À suivre également les travaux de bitumage de la route Pobé à Diawéré-Wenri. Seul hic, l'occupation des emprises de la chaussée, ce qui fait sortir le préfet de sa réserve. Voilà pour les titres dimanche 24 juin 2018. Bienvenue dans le 20h. Un nouveau parti sur l'échiquier politique national. Son nom, Parti des démocrates indépendants. Il naît avec de fortes ambitions, accompagner le président de la République dans la réussite des réformes engagées depuis avril 2016. Calvador Awanou, Jérôme Rombo. PDI. Nous y croyons résolument, ont-ils martelé ce samedi 23 juin 2018 à Cotonou. Patrice Agbaudramfo Nombimé, banquier de formation et député à l'Assemblée nationale. Omer Adeton, magistrat de formation et opérateur économique. Valère Kakaï Glele, fondateur de l'Université Polytechnique Internationale Obiang-Nguema Mbazogo. Darius Atakui, administrateur de projets et d'autres cadres politiques ont choisi de se libérer et de délivrer des militants d'autres courants politiques. Leur creusait le Parti des démocrates indépendants. Nous sommes démocrates indépendants parce que nous croyons au peuple, parce que nous respectons le peuple, parce que nous sommes pour le peuple et avec le peuple. Nous le serons avec toutes celles et avec tous ceux qui pensent que le Bénin sera révélé. Nous devons redonner confiance dans l'éducation, dans l'économie, dans la société, dans la famille, dans la justice. C'est seulement ainsi que nous pouvons bâtir une réelle égalité sociale et c'est le but que nous nous sommes assignés en choisissant le nom du Parti des démocrates indépendants. Le PDI s'inscrit dans la ligne de la majorité présidentielle dont les réformes mises en œuvre sont en conformité avec ses idéaux. Les réformes mises en œuvre et annoncées par le gouvernement qui suit réellement son agenda répondent aux aspirations et attentes de notre politique et nous nous inscrivons dans la ligne de la majorité présidentielle puisque nous existons pour le peuple, nous œuvrons pour le peuple et par le peuple, nous agissons. Et c'est le peuple qui a choisi son chef, le président Patrice Talon. Ce parti est né avec de fortes ambitions. À ses fonds baptismaux, les députés à l'Assemblée nationale, les chefs ou représentants de partis politiques, les têtes couronnées, les religieuses et autres faiseurs d'opinion, séduits, tendent déjà la main à ce nouveau champion rempli d'audace. L'audace de l'engagement dans les réformes, l'audace du soutien athlétique à l'action gouvernementale. Et le parti qui se crée, qui naît aujourd'hui, est ensemble avec nous dans ce soutien-là. C'est pour que nous soyons dans une cohérence, pour que notre pays puisse vivre mieux. Nous avons de l'admiration pour ce parti qui est venu porter une attention particulière au peuple béninois. Alors je vous invite à saisir notre main tendue pour accompagner l'œuvre salvatrice qui est en cours en ce moment. Les militants du Parti du renouveau démocratique vous disent que nous sommes prêts, nous sommes ensemble pour mener le combat du développement et œuvrer, disons, pour le bonheur de nos populations. Je voudrais vous souhaiter un bon parcours qui intègre, je l'ai déjà dit, la présence des femmes, mais qui intègre aussi la présence des jeunes. Il est temps pour nous, acteurs politiques, acteurs de la société civile, de créer les conditions pour la croissance économique dans ce pays.
d'accorder le minimum social commun à la population la plus pauvre. Et pour y parvenir, nous devons nous mettre en route. Avec ce logo, le PDI symbolise que le lion de la tribu de Juda protège ses actions. Ce congrès est l'aboutissement d'un travail préalable entrepris dans les 77 communes du Bénin. Les militants du PDI sachent désormais que l'heure a sonné. Que nous devons nous mobiliser comme un seul homme et gagner les élections à venir d'abord. Et après ça maintenant, tous les jours apporter notre grain de sel au développement de ce pays. La devise du PDI est éthique, conviction et développement. Vive le Bénin révélé, je vous remercie. Et puis, vous le savez déjà, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle est installée et elle est à l'œuvre, surtout dans ses réformes. Une première audience et déjà 12 décisions rendues. La grosse innovation, c'est bien sûr les audiences publiques. Le président Joseph Diogbenou et son équipe envoient un signal fort. La Cour constitutionnelle, les audiences publiques et la transparence, c'est une analyse de Prévert Noutéo. Première audience publique à la Cour constitutionnelle. La 6e mandature démarre ses activités sur des chapeaux de roue, avec la ferme volonté de mener à bien les réformes que les Béninois appellent de leur vœu. Les 7 sages ont en effet siégé le jeudi dernier. Et pour un baptême du feu, ce fut un exercice réussi. 12 dossiers inscrits au rôle et des décisions rendues urbi et orbi. L'arrivée du professeur Joseph Diogbenou à la tête de la Cour a suscité nombre de commentaires, avant même qu'il ne prenne officiellement ses fonctions. Sa méthode semble, dès l'entame de cette mandature, porter les germes de la clarté. La Cour constitutionnelle est le fruit de la volonté souveraine du peuple béninois, qui a su trouver dans son génie les ressources nécessaires pour consolider l'état de droit et la démocratie pluraliste. Les juges de la 6e mandature ont juré de préserver l'héritage constitutionnel à travers l'instauration d'un règlement intérieur qui place d'emblée la haute juridiction dans une nouvelle ère. Il est vrai qu'en un quart de siècle, la Cour s'est révélée comme une véritable gardienne de la Constitution et du respect des lois de la République. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent donc au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. De sa première mandature, lancée le 7 juin 1993 à nos jours, la Cour n'est pas restée à l'abri des critiques. Elle a même porté le temps d'une passe d'armes institutionnelle, le surnom peu flatteur de Cour des miracles. Autant qu'elle suscite une grande admiration qui transcende le cadre des frontières nationales, la haute juridiction est loin de faire l'unanimité. Le vent de réforme qui souffle sur la Cour constitutionnelle vient donc à point nommé. Les juges de la 6e mandature veulent imprimer leur marque et sortir la haute juridiction d'un confort qui le confine dans l'éloignement. Dans un pays où la suspicion est érigée en sport national et le verdict de la Cour perçu comme le dictat d'une élite éclairée, la nouvelle formule de l'audience publique apparaît, à tout le moins, comme une ouverture dans l'arène naguère infranchissable. Le souci de transparence évacué focus sur le revirement constitutionnel consubstantiel à certaines mandatures de la haute juridiction. C'est de notoriété publique. Ces dernières années, la Cour constitutionnelle s'est retrouvée au cœur de la polémique sur bien des arrêts rendus. Encore dans toutes les mémoires, la fameuse sentence du 39 ans plus un jour égale à 40 ans, émise par la 5e mandature, une décision qui a mis sous boisseau la limite d'âge fixée dans l'article 44 de la Constitution du 11 décembre 1990, qui indique, citation, « Nul ne peut être candidat aux fonctions du président de la République s'il est âgé de 40 ans au moins et 70 ans au plus à la date de dépôt de sa candidature. » Fin de citation. Le revirement constitutionnel a enregistré au sujet de l'épineuse question de l'interdiction du droit de grève à certains corps de l'administration publique a aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour mémoire, la 4e mandature a privé les douaniers du droit de grève, un droit laissé aujourd'hui à la jouissance de certains corps des forces de sécurité et de défense, pour ne citer que ceux-là. La crise interne à la Cour 5e mandature
provoquée par la démission spectaculaire du conseiller Simplice Dato, est aussi l'illustration de ce malaise ambiant. Quoi qu'il en soit, le vaste champ qui vient d'être confié à la 6e mandature mérite d'être débroussaillé. Les 12 importantes décisions rendues par les 7 nouveaux sages résonnent comme un signal fort. L'heure est à la réhabilitation de l'image de la haute juridiction, une mission érigée en bonne place dans les priorités de l'actuelle mandature. Maître Joseph Diogouinou et ses pairs veulent écrire une nouvelle page de l'histoire de la haute juridiction. Ils ont l'absolu devoir de vaincre les scepticismes par la clarté de leur jugement. Voyons maintenant ce que pense l'homme de la rue des réformes et des innovations de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Pendant que certains saluent les innovations, d'autres un peu sceptiques invitent à la vigilance. Suivez ici la Vox Populi réalisée par Ghislain Poguet. Une équipe relativement jeune et qui est dynamique et qui déjà est en train de poser des actes qu'on peut qualifier de bien, déjà par rapport au règlement intérieur, à leur mode de fonctionnement et des audiences publiques initiées. Et globalement, c'est une cour réformiste et a priori, on peut s'entendre à de bonnes décisions. Tant c'est la cour qui se regroupe, qui nous donne les décisions. Cette fois-ci, on aura quand même le public qui va assister et il y aura un peu plus de vitalité quand même par rapport aux décisions, ce qui vraiment donne une bonne appréciation, une certaine ouverture de leur mode de fonctionnement. Le COS-LEPI n'est pas le COS-LEPI qui doit dépasser le 30 juin. C'est le COS-LEPI de l'année dernière. Il ne faut pas que ça reste, ce COS-LEPI reste à cheval. Pour preuve, le président du COS-LEPI est allé rendre visite au président de la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de crainte. Avant, on avait peur de critiquer, par exemple, une décision de la Cour constitutionnelle. Tout simplement, pour beaucoup de gens, parce que ça se cuisinait presque. Maintenant, on dit, ben, on fait ça à ciel ouvert, on est sous la mapanade, on parle et puis tout le monde a entendu. Maintenant, on a les GSM où tout le monde peut dire, ah, le président a dit pendant la séance telle chose que telle personne a contredit, etc., etc. Ça met les gens à l'aise. La Cour a son règlement intérieur. La Constitution leur impose un comportement. Ils sont obligés de respecter ce comportement. Si on peut leur faire confiance, on va permettre au pays donc de décoller à la vitesse que le chef de l'État a voulu choisir. Mais tout ça, tu dois créer les solutions. Économie, gaspillage. Il y a un fou quoi, il y a un fou quoi, vous faites les sortes de et quand les pénibles, les filles de minimum. Tous ceux qui sont dedans sont des Béninois. Donc, comme il n'y a pas un étranger dedans, moi je me sens à l'aise d'abord en disant que voilà des Béninois qui font partie de leur cour constitutionnelle. Donc, pour moi, il n'y a pas encore de problème. Toute innovation, je peux avoir de doutes. Et comme rassuré. Mais pour moi, c'est une innovation et comme c'est public en matière de démocratie, moi, vraiment, je marche avec, je suis partant pour. Donc, pourvu qu'il n'y ait pas des jeux de dupes après. Sinon, quand on dit que c'est public, c'est une bonne chose. Oui, les audiences publiques, c'est une bonne chose. De mon point de vue, c'est une bonne chose. On a dit public, non. Donc, tout le monde va voir, tout le monde va entendre. Et donc, de ce point de vue, s'il devrait y avoir des arrangements, et disons des partitions sordides, les gens vont avoir peur. Et vraiment, c'est publiquement que c'est fait et tout le monde a vu, tout le monde a vu, tout le monde a compris. Donc pour moi, c'est une innovation, nous attendons de voir. On dit désormais que les audiences sont publiques. Lorsque je me vois dans l'incapacité de pouvoir me défendre dans un public, je me vois un peu lésé. Donc dans ce cas, je peux toutefois m'abstenir à ne pas faire des recours à la Cour constitutionnelle. Là, il va falloir qu'on se pose plusieurs questions. Et de voir la fin, ce qu'ils veulent faire au juste pour savoir. On ne peut pas tout à l'heure se statuer sur ça et dire que c'est mais il faut voir la fin pour voir effectivement ce qu'ils veulent faire. Les audiences seront publiques, c'est bon. C'est très bon parce qu'il faut que nous, les citoyens, il faut qu'on sache ce qui se passe réellement dans le pays. Ce qui se passe réellement à la Cour constitutionnelle. Il ne faut pas que 3 personnes, 2 personnes se ferment dans la chambre et donnent une décision qui n'avantage pas tout le monde. Et on va rester ici, pas commencer par crier. Non, c'est pas. Mais les membres de notre Cour constitutionnelle sont des gens responsables. Ce ne sont pas des novices. Je pense qu'ils feront le travail. Avant, les audiences étaient secrètes. À partir de maintenant,
elle se rend publique. C'est une bonne chose. Les décisions sont un peu comme à la va-vite. Mais au fond, ce n'est pas des décisions à la va-vite. Quand vous voyez la composition de cette cour, ils sont tous dans le pays. Ils vivaient dans le pays depuis très longtemps. Donc il n'y a rien qui soit nouveau chez eux. Mieux, celui qui est le président de la cour, Maître Diogbenou, que vous connaissez, qui est un homme compétent, qui est intellectuellement forgé que politiquement. Donc, en tant que Béninois vivant sur le territoire, il maîtrise assez de choses. Donc, les décisions de la Cour actuellement disent que c'est à la va-vite. Bon, je pense que non, hein, parce que ces sujets sur lesquels la Cour s'est penchée sont des sujets qui étaient là, des sujets pendants, dont presque tous les membres maîtrisaient déjà les contours. Donc, ils n'ont juste fait qu'analyser et puis rendre la décision. Donc, je me dis, dans tout ce qu'on a à faire en tant que population, nous devons quand même crédibiliser la Cour d'une bonne foi. Laissons les spécialistes travailler, c'est ce que je peux demander à tout un chacun. L'actualité ce dimanche, c'est aussi cet appel du préfet Valère Adéchinan. Vous allez l'entendre. Il invite les populations encore dans l'emprise du chantier de bitumage de la route Pobé à Diawere-Wenri à libérer les espaces. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme régulier selon l'entreprise en charge de l'exécution du chantier. Seul hic donc, l'occupation des emprises. Guillaume Avienou, Patrick Inimavo. Sur l'axe Pobé à Diawere-Wenri, en plein chantier. Cette route, longue d'un peu plus de 22 km, dessert 3 communes à forte potentialité agricole et 2 départements, le Plateau et le Zou. Les travaux de son bitumage confiés à l'entreprise Offmas International ont démarré le 2 octobre dernier. Le niveau d'avancement des travaux ici est évalué à 36% et les travaux sont en cours d'exécution sur 9 km actuellement. Après les 9 km là, le sol est un peu instable et il va falloir trouver des solutions. Les travaux avancent normalement. Cependant, il y a des difficultés sur le chantier et le chef de mission vient d'énumérer certaines difficultés, notamment l'emprise. On n'a pas l'emprise de 30 mètres, donc il va falloir qu'on dégage l'emprise pour permettre alors que les travaux terminent à bonne date. La question de la libération de l'emprise de la chaussée, occupée actuellement par des riverains, comme c'est le cas ici à Tchédé. Si rien n'est fait, l'achèvement des travaux pourrait connaître du retard. Alors, les autorités en charge de l'exécution du chantier ont décidé d'intervenir. Depuis le début du chantier, j'ai toujours déploré le fait que, en tant que préfet, je n'ai pas été impliqué. Bon, maintenant, je pense que ils ont jugé bon que c'est à cette étape que le préfet doit intervenir avec le conseil communal d'Adiawere. Bon, nous allons faire ce que nous pouvons pour que les travaux ne puissent pas être bloqués dès qu'ils seront au niveau des casses. Si les travaux du bitumage de l'axe Pobé à Diawere-Wenri venaient à s'achever, les peines des habitants des 3 communes s'en trouveraient énormément réduites. Les 2 à 3 heures d'horloge mises pour rallier les 3 communes du fait de l'état actuel de la voie devraient passer à moins de 45 minutes, selon les usagers de l'axe. Dans 3 ans, le Bénin va disposer de données fiables pour faire de son agriculture un véritable pôle de développement. C'est du reste la vision du gouvernement de faire du Bénin une puissance agricole à l'horizon 2020. Pour ce faire, le ministre de l'Agriculture lance le recensement national de l'agriculture RNA aux fins de mesurer la dynamique du monde agricole. Ramatou Lawani, Jérôme Rongo. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération couvrant l'ensemble du territoire national. Le gouvernement est parti d'un constat. Le secteur agricole, toute modestie gardée, contribue à plus de 23% au produit intérieur brut, fournit environ 75% des recettes d'exportation, emploie aux environs de 70% de la population active. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a fait l'option de faire de l'agriculture un secteur d'investissement massif. Mais ce secteur est confronté à de nombreuses insuffisances
dont l'absence d'une base de données fiable. D'où l'initiative objet du présent lancement pour répondre à ces interrogations. Combien notre pays compte-t-il d'exploitants agricoles? Où sont-ils? Quels sont leurs statuts juridiques? Quelle est la taille des exploitations? Quel est le nombre d'actifs agricoles? Quelles sont les surfaces des différentes cultures pratiquées au Bénin? Comment sont-elles réparties dans les différents pôles de développement agricole? Quelles sont les pratiques agricoles observées? Combien de personnes pratiquent la pêche et l'aquaculture? Quels sont les effectifs d'éleveurs et du cheptel au Bénin? Quelles sont les espèces et quelles races animales élève-t-on? Quelle est la disponibilité en main-d'œuvre et autres facteurs de production? Quelle est la structure de l'agriculture béninoise dans le nouveau contexte de territorialisation de l'agriculture? Et j'en passe. Monsieur le ministre, ce choix que vous avez porté sur notre commune est judicieux et vient réparer un tort. Parce qu'il y a naguère, la commune de Toribosito était considérée comme le grenier de l'Atlantique. Ce choix va désormais nous motiver, nous lancer en quelque sorte un défi qui nous permettra, si un temps on avait été déclassé, de nous rattraper. Au terme de 36 mois de recherche, une base de données sera disponible et servira de boussole à tout investissement dans le secteur agricole au Bénin. Parlons à présent éducation avec l'école primaire publique de Décamin qui vient de bénéficier d'une nouvelle infrastructure. C'est un appui de l'ONG École de Solidarité. Daniel Ada et Pierre Tarlé ont assisté à la remise officielle des clés à Décamin. Qu'il soit un lieu où les maîtres comme les élèves... Prière d'action de grâce pour bénir cet ouvrage. Un module de 3 salles de classe et un bloc de latrine à 8 cabines. C'est un don de l'ONG École de Solidarité au profit des apprenants de l'école primaire publique de Décamin. Nous vous en remercions très sincèrement car cela prouve votre amour aux enfants africains, particulièrement béninois et en l'occurrence de Décamin. Nous vous demandons de nous aider à clôturer notre école. Nous vous demandons aussi quelques tables bancs. Je promets au nom des acteurs éducatifs de cette école à Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale et à Madame la fondatrice de l'ONG que ces joyeux fonds et feront le bonheur de l'éducation dans notre arrondissement. D'un coût de près de 36 millions de francs CFA, ce geste vient combler un vide en infrastructure. Cette réalisation permet à la commune de commencer de réduire un tant soit peu le problème de pénurie de salles de classe. Ces joyaux n'auraient vu le jour sans l'appui financier de nos partenaires nationaux et étrangers. Faites un bon usage de ces joyaux afin que de cette école sortent dans les années à venir beaucoup d'autres députés et ministres. Ce chef-d'œuvre a été réalisé grâce à la détermination d'un fils de la localité. Eric Houndete en a profité pour offrir des kits de géométrie à tous les candidats au CEP. Nous avons fait le pari de 50 salles de classe. Nous allons y arriver, je vous le promets. Vous avez promis de réussir à l'examen du CEP? Merci, infiniment merci. Créée en 1999, l'ONG École de Solidarité a pour but d'améliorer les conditions de travail des apprenants en situation difficile. Et pour les enfants, l'ONG Alinayon, fidèle à sa ligne sociale, va en campagne contre les accidents de la route. Son nouveau credo, zéro accident au niveau des grands carrefours et des écoles. Les responsables de l'ONG, en mode sensibilisation, ont traversé le quartier Fifatin d'Akpakpa pour évaluer le niveau de risque d'accident dans cette zone. Belmondo Atikpo, Amitié Saguidi. Dans le 3e arrondissement d'Akpakpa, au quartier Fifatin, les écoliers sont de plus en plus exposés aux accidents. Et c'est pour corriger le tir que l'ONG Alinayon a pris son bâton de pèlerin pour aller à la quête des causes à l'origine de ces accidents. 5 endroits ciblés par l'ONG ont enregistré de photos de décès parmi les écoliers. Les membres de l'ONG en mode de sensibilisation s'alarment et expliquent. Nous sommes ici devant l'école
public Fifatin. Ici, après l'analyse que nous avions faite, nous trouvons que la qualité de la traversée des routes n'est pas adéquate. Une zone à risque parce que, mais la vitesse avec laquelle les parents d'élèves qui s'estiment en retard viennent dans les ruelles, se pointent ici, n'est pas du tout à encourager. De la même façon, les véhicules de Rogbon, les taxis, les minibus roulent à toute vitesse. La directrice de l'école primaire publique de Fifatin salue l'esprit d'initiative de l'ONG. Il faut féliciter cette ONG qui nous aide beaucoup dans ce sens. Les enfants ont très souvent de difficultés pour passer. Et voilà pourquoi je les sollicite. Très peiné de voir les enfants debout, incapables de pouvoir traverser la voie. Et aussi, souvent, nous sommes confrontés à des cas d'accident. En dehors de l'école primaire publique de Fifatin, les volontaires de l'ONG Alinagnon ont aussi visité le carrefour Sacré-Cœur, le carrefour Midombo et d'autres points chauds d'Akpakpa pour collecter des données qui provoquent des accidents. À l'heure du bilan de cette descente, le coordonnateur de l'ONG est satisfait du travail effectué. Mais de vue, avec tout ce que nous avons observé, nous savons que c'est une zone à risque. Donc, le résultat que nous aurons nous permettrait de proposer des actions de correction. Des choses qu'il faut améliorer, ce qu'il faut apporter pour améliorer. Et nous allons proposer ces actions, voir ce qu'il faut faire à court terme, à moyen terme et rapidement pour que l'école soit totalement sécurisée. Parce que nous nous sommes engagés pour que la zone scolaire où se situent 3 établissements ici, cette zone scolaire soit désormais à 0 accident. Des panneaux de signalisation et des grillages de protection sont installés autour des écoles par l'ONG Alinagnon pour un seul objectif, 0 accident. Et voilà qui referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'info est en continu sur notre site, le www.ortb.bj. Bonne suite des programmes à notre compagnie.